Et je laisse la parole pour conclure à Marie-Stéphane Maradex, avant de laisser la parole à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le Foll. C'est à vous. Merci Frédéric. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, vous me permettrez pour débuter ces quelques mots d'emprunter ceux d'une essayiste et romancière que j'apprécie particulièrement, qui se nomme Christiane Singer, et qui, en parlant de nous, les hommes, les femmes, écrivait dans un de ses ouvrages paru en 2000, « Ces êtres de dialogue, de partage et de mouvance que nous sommes, vivent de la magie des rencontres, meurent de leur absence. » Avec les premières rencontres de l'alimentation durable, la Fondation Daniel et Nina Carasso a voulu créer cet espace de rencontre, de dialogue et de partage, parce que nous sommes tous, chacun à notre place, en mouvement vers des systèmes alimentaires plus durables. Mais aussi parce qu'il est urgent que ce mouvement soit amplifié, coordonné et cohérent. Ce qui impose la magie des rencontres, certes, mais aussi le temps de l'action concertée. Aujourd'hui, j'ai vu un courant de fond en marche dont vous êtes les moteurs et qui touche toutes les catégories d'acteurs. Agriculteurs, paysans, paysannes, entreprises, politiques, États et collectivités, société civile, chercheurs et consommateurs, mangeurs, que nous sommes tous. Ces premières rencontres représentent donc une source d'optimisme pour l'avenir. Beaucoup d'entre vous développent des solutions alternatives, innovantes, souvent avec une entrée plus privilégiée, la protection de l'environnement, la qualité nutritionnelle ou encore une répartition équitable de la valeur. Or, il est nécessaire aujourd'hui de mettre ces solutions en synergie et de conjuguer nos efforts. Nous devons exiger à la fois la qualité environnementale, sociale et nutritionnelle. La difficulté de dialogue entre les disciplines et les acteurs est bien compréhensible. Outre le langage, et je pense qu'aujourd'hui on a vu la problématique de la sémantique, des mots, donc outre le langage, les intérêts à court, moyen ou long terme, la vision même de ce que doivent être les systèmes alimentaires de demain peuvent diverger. Il existe pourtant un enjeu commun, celui d'accélérer la transition, une transition nécessaire qui soit globale pour l'équilibre entre les besoins des hommes, aujourd'hui et demain, et les capacités de la planète. Il faut donc maintenir l'inventivité et bâtir des passerelles et des synergies entre acteurs, entre disciplines, accorder les visions et priorités de chacun. Sinon, chacune de nos initiatives, si belles soient-elles, restera déconnectée des autres et renforcera l'éparpillement et une certaine stagnation de cette transition voulue par tous. À sa modeste mais juste place, la Fondation Daniel et Nina Carasso essaie de créer ces synergies, ces passerelles, auprès des acteurs de terrain, auprès des décideurs, auprès des chercheurs, auprès de vous. Nous espérons que ces premières rencontres de l'alimentation durable vous auront convaincu de la nécessité du dialogue, mais encore plus de ces synergies nouvelles à créer. Souhaitons que cette journée apporte les prémices de nouvelles collaborations. Je souhaiterais encore une fois vous remercier de vous être rendus si nombreux à ces premières rencontres et je souhaiterais également, si vous me le permettez, adresser des remerciements sincères à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée. Tout d'abord, la soixantaine d'acteurs, et je sais que certains sont présents dans cette salle, qui ont contribué aux ateliers d'intelligence collective, travaux préparatoires à cette journée, et dont vous trouverez une synthèse dans vos packs d'accueil. Un grand merci, bien sûr, à tous nos intervenants, dont la qualité et l'expertise nous ont aidés à éclairer les enjeux de cette transition et les leviers pour y parvenir. Merci également à nos partenaires, l'Institut Pasteur, qui nous accueille dans son prestigieux auditorium et dont les liens avec l'histoire de Daniel Carasso vous ont été rappelés par Jean-François Chambon, que je remercie tout particulièrement. Et je souhaiterais également rendre hommage aux hommes de l'ombre, là-haut et en bas, en tout cas à toute l'équipe technique de Pasteur qui nous ont accompagnés depuis quelques jours.
Bien sûr, je remercie le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt qui nous a accordé son parrainage, et illustre parrain parmi nous, mais aussi AgroParisTech Alumni et son vice-président, notre ami Yann Maubras, je sais qu'il est là, et enfin notre partenaire média, le journal Les Échos. Un grand merci également aux membres du comité de pilotage de ces premières rencontres, tous experts, bénévoles et engagés qui nous accompagnent déjà au travers de nos différents comités. Et je souhaiterais particulièrement saluer Émile Frison, qui n'est pas là ce soir, mais qui est le président du comité scientifique international, et Gilles Tristram, parmi nous toute la journée, qui est le président du comité alimentation durable pour la France. Merci également à toute l'équipe de l'agence Relations d'utilité publique et de l'agence Terre Majeure, qui nous ont accompagnés depuis des mois pour que cette journée soit une réussite. Un grand merci à Frédéric Denré pour avoir animé ces rencontres avec brio et surtout le sens du timing, aidé par l'homme en vert. Enfin, vous me permettrez de rendre un hommage tout particulier à l'équipe de la Fondation Daniel et Nina Carasso pour son professionnalisme, son enthousiasme, son engagement. Et j'adresse des remerciements tout particuliers et très sincères à Guillaume Soutou, responsable du programme Alimentation Durable France, qui a pensé et coordonné ces rencontres, et Clément Chessou. Je ne sais pas où est Clément, est-ce qu'il est là dans la salle? Au fond. Voilà, un très 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 grand merci à Clément, qui depuis des mois est aux manettes pour la préparation et la mise en œuvre de cette journée, dont je l'espère vous aurez apprécié les multiples facettes. J'avais oublié de saluer, merci. Voilà. Alors au-delà de cette journée, nous avons encore du travail à la Fondation, puisque nous allons maintenant nous atteler d'une part à centraliser toutes les ressources dont nous disposons grâce à nos partenaires sur un site internet dédié. Vous y trouverez par exemple les outils d'accompagnement des collectivités réalisés par l'IUFN, ceux développés par la Fondation Nicolas Hulot sur la restauration collective, les policy briefs de la chaire alimentation du monde de l'UNESCO, des vidéos, des rapports de capitalisation, des références bibliographiques, etc. Bref, un centre de ressources pour vous, à votre disposition, et qui, je l'espère, ouvrira d'ici un mois. En tous les cas, toutes mes équipes sont sur le coup. Et donc, il sera bientôt consultable. Nous allons également poursuivre notre travail de mise en réseau avec des ateliers thématiques ou la poursuite du travail d'évaluation que nous avons déjà engagé avec certains d'entre vous. Et puis, sans compter l'organisation qui va très vite arriver, des secondes rencontres de l'alimentation durable dans 2 ans. On fait ça dans 2 ans, puisque tous les ans, nous avons un rendez-vous au nom de la Fondation Carasso. L'année prochaine, ce sera sur notre autre thématique, la thématique art que vous a présentée Marina. Mais on vous donne rendez-vous en 2018 pour les 2e rencontres de l'alimentation durable. Encore merci. Je souhaite maintenant passer la parole à Monsieur Stéphane Le Foll, donc ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, qui nous fait l'honneur de sa présence et que je remercie très sincèrement. Bonne soirée à tous. Ça arrive souvent, vous savez, vous inquiétez pas. Bon, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord vous dire que c'est d'abord un honneur pour moi de participer en fait aux premières assises. Et comme il va y en avoir d'autres dans longtemps, on pourra dire que j'y étais aux premières. Et donc ça, c'est déjà un point extrêmement positif pour moi. Cette fondation de Daniel et Nina Carasso, on a eu l'occasion d'en évoquer les objectifs, la réalité, les ambitions, lors de ce qu'on appelle au ministère, c'est les grandes tablées, c'est-à-dire l'idée qu'on passe un peu de temps à table pour discuter. Donc on avait commencé une discussion, et je savais bien sûr qu'il y aurait un événement avec ces premières assises de l'alimentation durable. Il se trouve que le matin, il m'arrive de regarder quelques télévisions et j'ai vu un matin arriver donc la présentation de ces assises de l'alimentation durable dans un service public matinal. Cette émission, c'était les matins, donc c'est normal que ça soit matinal. Et je me suis dit que tout ça était à la fois
cohérent avec une politique publique et en même temps un engagement de citoyens et d'une fondation pour accompagner cette politique publique. Cette politique publique, elle revêt deux grands parties, deux grands enjeux en fait. Le premier, c'est ce que nous avions mis en place avec le plan national pour l'alimentation, qui fixait en fait 4 grands objectifs qu'on avait et que j'avais arbitrés, qui étaient à la fois l'accès à l'alimentation, sujet qui ne doit jamais être oublié. C'est qu'on connaît des crises aujourd'hui difficiles, mais on sait aussi que dans les pays développés, il y a des populations qui n'ont pas accès, ni en quantité et ni en qualité, à une alimentation digne de ce nom. Et l'accès à l'alimentation est un vrai sujet. Il y avait à l'époque de cette présentation d'ailleurs un débat sur la transformation entre le PEAD, le plan qui servait à l'aide pour l'alimentation, qui a été transféré sur le FSE au niveau européen. Bataille qui n'était pas gagnée puisque certains pays voulaient carrément supprimer cette aide alimentaire qui était versée pour des associations caritatives qui travaillent pour l'alimentation. Et l'accès à l'alimentation reste pour nous un enjeu qui fait qu'à chaque fois on essaye de faire évoluer les choses pour favoriser en particulier les dons des agriculteurs, pour prendre le relais de ce qui était auparavant une partie de la politique agricole et qui est devenue une partie d'une politique de solidarité à l'échelle européenne. On est passé du plan d'aide aux plus démunis au fonds d'aide aux plus démunis. C'est le passage de la politique agricole vers, je vous l'ai dit, la politique de solidarité européenne. Cette bataille sur l'accès est toujours une bataille, plus que jamais d'ailleurs, d'actualité. C'est pourquoi, je l'ai dit, on poursuit à la fois des défiscalisations pour favoriser les dons des agriculteurs. Lorsqu'on est passé donc du PEAD au FEAD, on a été obligé de modifier les éléments permettant à des agriculteurs de faire des dons dans le lait. C'est la première chose qu'on a faite. On a fait ensuite les œufs. On travaille aujourd'hui sur les viandes, en particulier sur la volaille, pour faire en sorte que des dons soient possibles, pour continuer à travailler sur l'accès à l'alimentation. Ça, c'est le premier point du plan. Le deuxième, c'était l'éducation au goût. Parce que je pense que c'est un sujet majeur. Il n'y a rien de pire dans l'alimentation qu'une alimentation qui se réduit dans sa variété, dans les produits consommés. Il y a des débats en cours, vous savez, sur les étiquetages nutritionnels, qu'on fait souvent couler beaucoup de rangs, qui ont laissé penser que certains étaient avec des objectifs qui n'étaient pas ceux de la santé. Moi, je reste convaincu, c'était le cas dès la présentation du plan national pour l'alimentation, que ce qui est important, c'est d'assurer, sous quelle forme que ce soit, une diversité des produits qu'on consomme. Un bon produit étiqueté avec des qualités nutritionnelles, mais s'il est consommé de manière récurrente et tout le temps le même, ça ne donne pas les conditions d'une alimentation et d'une bonne alimentation, et en tout cas, ça n'intègre pas suffisamment les enjeux liés à la santé. Donc ça, c'était un deuxième point, et je pense que l'école et l'éducation nationale, l'enseignement agricole, ont bien sûr un enjeu spécifique à développer cette éducation au goût. Je participe tous les ans, et on a signé des protocoles avec l'éducation nationale pour continuer à travailler sur les goûts, faire en sorte que les enfants, très tôt, acceptent cette diversité des goûts, et ça leur permettra ensuite de pouvoir être des consommateurs avertis et de faire des choix qui vont assurer cette diversité des aliments. Je crois que c'est un enjeu très important. C'était aussi, dans ce cadre-là, à l'école, le fruit à l'école, avec des débats sempiternels sur l'utilisation des fonds européens qu'on ne fait que très peu à l'échelle nationale, à l'échelle française, et qu'il a fallu essayer de mobiliser pour pouvoir offrir aussi aux enfants de nos écoles des fruits, et en particulier des pommes, pour que chacun puisse prendre conscience, je l'ai dit, de cette diversité des alimentations. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième, c'était la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et de temps en temps, c'est bien de le rappeler. On le sait, 20-25% de ce qui est consommé est gaspillé. C'est un coût, c'est une perte
d'alimentation assez insupportable quand on connaît, je l'ai dit, les difficultés d'accès à l'alimentation. Ça participe aussi au réchauffement climatique. Et donc, il était absolument nécessaire d'avoir un projet et un plan de lutte contre le gaspillage. Il se met en place avec des accords qu'on a passés avec les grands distributeurs, avec l'ensemble, là aussi, des associations qui travaillent sur ce sujet. La mairie de Paris, tous les ans, a un travail spécifique sur l'utilisation des légumes un peu rejetés sous prétexte qu'ils ne seraient pas suffisamment ou bons ou beaux. Et tout ça participe, là aussi, d'un objectif du plan national pour l'alimentation qui est très important, la lutte contre le gaspillage. Quatrième objectif, et c'est là qu'on se rejoint avec la Fondation, de manière extrêmement précise, c'était développer à la fois l'étiquetage et la localisation de l'alimentation, consommation, production. C'est tout le manger local, sur lequel nous travaillons avec une loi que nous avons fait voter et avec ce qu'on appelle les plans alimentaires territoriaux qui font pâtes quand on les résume. Et j'ai à mon ministère un spécialiste des pâtes qui travaille sur ce sujet à longueur de journée. Et je suis sûr qu'on va déboucher d'ici le début de l'année prochaine à une structuration de ces plans alimentaires territoriaux à l'échelle nationale. C'était un débat qu'on avait eu, je ne sais pas si chacun ici s'en souvient, mais en pleine loi d'avenir, qui avait été beaucoup discuté et porté, et que j'ai trouvé extrêmement juste. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est un cadre dans lequel beaucoup de territoires s'inscrivent. Et pour cette localisation de l'alimentation, on a développé aussi des stratégies qui visaient à donner les outils juridiques à tous les acheteurs publics pour pouvoir acheter local. Ce qui n'était pas évident. Moi, quand j'étais en campagne avant d'être ministre, j'entendais souvent, mais les marchés publics et les règles qu'on nous applique nous empêchent d'acheter des produits locaux. À bien y regarder, c'est ce que nous avons fait. On s'est aperçu qu'on pouvait, au contraire, même dans le cadre des marchés publics, développer des stratégies qui permettent à des acheteurs publics de faire des choix vers des produits locaux. Et ces stratégies se mettent en place. On a sorti un guide spécifique. Il y a 1 mois ou 3 semaines, on a présenté aussi un système et une plateforme numérique au niveau du ministère qui s'appelle Localim, qui va permettre à tout acheteur public de pouvoir être informé directement sur les critères, sur l'allotissement nécessaire, sur la méthode qu'il faut employer pour pouvoir favoriser l'achat local. Et nous avons d'ailleurs, avec Restocco, toute la restauration collective, développé une stratégie commune pour faire en sorte que les acheteurs publics soient concernés par l'achat local en qualité et en quantité. Vrai sujet. Il y a en débat aussi au Parlement, encore une fois, projet de loi qui est déposé, débattu, pour qu'on arrive à 40% d'achat de qualité et d'achat local, dont 20% d'achat bio, de produits bio, dans la restauration collective, sujet qui fait débat, mais qui pour moi est un enjeu très important, cohérent avec l'objectif de l'approvisionnement local. Donc ça, c'est le plan national pour l'alimentation. Et avec la Fondation, nous avons, avec la Fondation avec laquelle nous travaillons, puisque c'est un sujet que vous soutenez, et vous avez mis en place des moyens financiers importants, à hauteur de 19 à 20 millions d'euros pour soutenir des projets, que ce soit en France ou en Espagne. Nous, on est un peu plus modeste sur les appels à projets que nous faisons, mais nous sommes passés de 500 000 euros à 2 millions d'euros cette année pour pouvoir justement soutenir toutes les innovations qui, au niveau local, organisent les choses pour favoriser l'achat local. Il y a des villes et des collectivités qui s'y engagent et qui ont des projets qui sont extrêmement, aboutis. Et nous les avons soutenus dans un premier appel à projet. Et là, avec ce nouvel appel à projet et la collaboration qu'on peut avoir ensemble, on doit pouvoir susciter, accompagner et soutenir des projets qui vont dans le sens du développement de cet approvisionnement local dans la restauration collective. Voilà ce qu'était l'enjeu du plan national pour l'alimentation, ce qu'il reste d'ailleurs aujourd'hui, qui continue à nous mobiliser et à engager l'État, alors avec des associations bien sûr, avec des acteurs locaux, avec des élus, et maintenant avec la Fondation Daniel et Nina Carasso pour pouvoir promouvoir cette stratégie de l'approvisionnement local. Mais derrière vos assises, si j'ai bien entendu et bien regardé tout ce que vous avez fait, il y a aussi d'autres dimensions. Ça a été évoqué, des dimensions culturelles, des dimensions historiques,
sur l'agriculture, son rôle, sa place. Et c'est vrai que l'agriculture a une longue histoire. Et souvent corrélée d'ailleurs avec l'histoire de la création de nos sociétés, de nos civilisations. C'est à la fois culturel, au sens où cultiver, c'est évidemment à la fois des connaissances de la technique, une appropriation sociale, et puis c'est culturel au sens où ça a développé aussi des cultures liées à l'alimentation, à la nourriture, qui sont assez diverses selon les pays, selon les lieux, selon aussi ce que l'on avait à l'origine comme végétaux et animaux disponibles. Hein, les grandes zones d'Amérique centrale et latine, c'était le maïs. La grande zone mésopotamienne, ça a été le blé et l'épeautre. Et puis en Asie, c'était le riz. Et donc on avait à chaque fois des cultures alimentaires qui se sont construites, quelquefois échangées. On sait qu'on mange du riz partout maintenant, que le pain est quelque chose d'universel, mais, et le maïs, bien sûr, qui a quitté, pas quitté, mais qui est venu aussi dans le continent européen et aujourd'hui est une plante cultivée et qu'on connaît bien ici en France. Tout ça, c'est une évolution. Mais ce qui est important dans le monde d'aujourd'hui, c'est de considérer qu'au travers de l'agriculture et de l'alimentation, on a une construction politique, économique et sociologique qui doit se mettre en place. Politique, on a besoin de politique publique pour l'agriculture. Et on le voit sur la question alimentaire, que ce soit le lien avec la santé, que ce soit les objectifs de politique publique avec la réforme de la politique agricole commune. Il y a un lien direct entre ce que l'on veut comme agriculture et ce qu'on peut avoir comme alimentation. Ça vaut pour l'Europe, ça vaut pour les États-Unis, ça vaut pour tous les pays du monde, et ça vaut aussi pour l'Afrique. Deux, il y a un lien à retisser entre ce que l'agriculture et les écosystèmes de chacune des régions du monde peut nous offrir, avait pu offrir dans le passé, et dont on doit redécouvrir aussi les singularités, les potentialités. Je pense que l'Afrique, à ce titre, a oublié un peu trop des végétaux qui étaient produits et parfaitement adaptés au climat africain, selon les lieux dans lesquels on se trouve, qu'on a uniformisé un certain nombre de concepts alimentaires et d'aliments, et qu'il faut retrouver cette diversité et de la production agricole adaptée à des écosystèmes, qui fournit en même temps des alimentations différentes et des cultures alimentaires différentes. Et ça, je pense que c'est très important de l'avoir en tête. Pisani, Edgar, disait, quand il était, et quand on discutait souvent avec lui, on aura besoin de toutes les agricultures du monde pour nourrir le monde. Mais on ne nourrira pas le monde de la même manière partout. C'est ça aussi qu'il faut qu'on se mette bien en tête. Chaque lieu, chaque histoire, chaque écosystème, chaque agriculture dans son développement aura des productions spécifiques et des manières de les valoriser spécifiques. Et je pense que ça fait partie des stratégies qu'on doit avoir en tête. Et puis, la mutation qui est en cours au travers de la question de la localisation de la production et de sa consommation, c'est aussi les modèles de production agricole. Le développement de l'agriculture bio aujourd'hui et du marché de la bio, qui a connu plus de 20% de croissance et qui continue sa croissance aujourd'hui, qui doit avoir une croissance maîtrisée aussi, puisqu'on a derrière des enjeux de rémunération des producteurs. Mais cette croissance est liée aussi à une prise de conscience de nos concitoyens, consommateurs et citoyens en même temps, d'un certain nombre d'effets négatifs des modèles conventionnels. D'ailleurs, la bio s'était créée contre ou en opposition au modèle conventionnel des années 70. Elle a aujourd'hui pris une place avec une spécificité. Elle est dans le marché et chez les consommateurs un enjeu spécifique. Et je vous l'ai dit, dans le cadre de la politique que nous avons conduite, on avait cherché à doubler le budget pour doubler les surfaces. Mais en même temps, je l'avais toujours dit, ce n'est pas simplement doubler les surfaces qui m'intéresse. C'est de permettre, en même temps qu'on double les volumes produits en bio, qu'on ait derrière aussi de la transformation des produits bio et qu'on tienne un marché de la bio qui permette aussi de rémunérer des producteurs, sachant, vous le savez, selon les productions, on peut être entre moins 20 et moins 50 à moins 60 en termes de rendement, si je ramène ça à l'hectare, en bio par rapport au conventionnel. Il faut qu'on l'accepte, et ça se développe en même temps, selon les cas, je l'ai bien dit, mais ça nécessite qu'on tienne les deux bouts d'une chaîne. La production agricole bio débouche sur des produits alimentaires bio qui font une consommation de produits bio, qui se développent aujourd'hui, et en même temps, on sait que
même avec le progrès que nous sommes en train de faire, que 5, 6, 7, 8, 10% de cette consommation peut être liée à des produits bio, il faut aussi qu'on ait en tête que ce n'est pas simplement la surface bio qui va être importante dans les années qui viennent, mais c'est la mutation globale de l'agriculture. Il faut qu'on inscrive tout ce processus dans une mutation plus large de l'agriculture. Tout le débat porte à ce moment-là sur le projet de l'agroécologie. Qu'est-ce qui fait que, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a eu un modèle agricole qui s'est développé avec du machinisme, de la chimie, et oui, du machinisme et de la chimie, et qu'on va passer à un autre modèle qui va chercher plus à s'adapter aux écosystèmes, qui va consommer moins de machines, moins d'énergie fossile, moins de chimie, et qui va chercher à profiter de ce que nous offre la nature pour développer des stratégies nouvelles, moins coûteuses en termes de production, mais tout aussi productives en termes de rendement à l'hectare. Et la bio, comme l'agroécologie, font partie d'un processus global. Il faudra garder la différence, mais on doit assurer cette modification et cette mutation. Donc, entre les assises de l'alimentation et la politique agricole, entre le plan national pour l'alimentation et les enjeux agricoles, on voit bien qu'on a des connexions entre les deux. Et que l'objectif des deux doit être d'assurer et l'approvisionnement des marchés en quantité et surtout en qualité. Et c'est là que, en plus, dans ces mutations agricoles, on trouve des sujets complètement nouveaux sur une alimentation qui va évoluer, qui va changer. Je pense en particulier à tous les débats qui tournent autour, vous savez, de la viande et des oméga 3. Oméga 3 qu'on peut trouver dans la viande si on utilise pour l'alimentation du bétail des végétaux un peu différents de ceux qu'on utilisait jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit le lin, que ce soit les légumineuses. Et si on utilise d'autres végétaux, on a un intérêt dans le domaine agricole, c'est que ça nous permet de multiplier et d'envisager des rotations et des couvertures de sol différentes de celles qu'on a eues jusqu'à aujourd'hui. Donc là aussi, le lien entre la mutation agricole, technique agricole, agronomie, la question de la production agricole, ensuite des produits alimentaires, eh bien, vous voyez qu'au travers, par exemple, de la question pour l'alimentation des oméga 3 et la couverture des sols et les rotations et le développement de la production de légumineuses, vous avez une connexion entre deux enjeux, un de santé publique et un autre qui accompagne et soutient une mutation des modèles agricoles. Donc là encore, entre l'alimentation et l'agriculture, on trouve des enjeux convergents qui doivent permettre d'organiser l'ensemble d'une politique publique, et j'y reviens, qui soutient un certain nombre d'orientations agricoles, qui ont des conséquences dans l'alimentation, et entre les deux, bien, c'est toutes les politiques qu'on doit mettre pour favoriser cette structuration, à la fois au niveau de sa localisation, de la lutte contre le gaspillage, des objectifs de santé, et je l'ai dit, de la mutation agricole qui est en cours. C'est ça le débat, au fond, aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important que vous ayez engagé ces assises, ces premières assises avec ce que vous avez appelé l'alimentation durable. Alors, ce n'est pas l'alimentation durable au sens où on peut garder longtemps des aliments. Hein. Il faut que tout le monde en soit convaincu. Hein. Ce n'est pas simplement une question de frigo et de congélateur. C'est une question qui pose derrière la durabilité de l'alimentation. En gros, comment on pourra s'alimenter demain en diversité des produits, en qualité et en quantité sur le long et le moyen terme. Débat qui vaut d'ailleurs pour l'ensemble de la société sur les grands enjeux liés au développement durable. Donc moi, je suis très honoreux, au contraire, c'est ce que j'ai dit en introduction, d'être parmi vous aujourd'hui, de participer à ces premières assises qui, je vous l'ai dit, vont avoir beaucoup de développement dans l'avenir et on aura été chacun ici, par notre présence, des pionniers. Ensuite, il y aura des ambassadeurs et puis enfin, on aura abouti à de grands bouleversements, de grandes modifications, mais qui sont aujourd'hui sous forme de mise en œuvre. On perçoit bien les enjeux, mais c'est aujourd'hui que ça commence et c'est pour demain, en tout cas, qu'on travaille. Merci à tous pour ces assises de l'alimentation durable.